Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, l'avertissement d'Olivier Véran. Rien ne serait pire, dit-il, que de lever les contraintes trop tôt. Au même moment, plusieurs membres du Conseil scientifique préconisent de ne plus reconfiner et de privilégier l'auto-isolement des personnes fragiles. Un règlement de compte dans une cité d'Aubagne hier soir. 3 personnes ont été blessées. La police était déjà intervenue il y a quelques jours pour interpeller des trafiquants de drogue. Il promettait des millions de litres de lait et des centaines d'emplois en Bretagne et en Normandie. Vous verrez comment des investisseurs chinois présentés comme providentiels ont disparu, laissant à l'arrêt toutes les installations. Dans ce journal également, nous suivrons l'odyssée de l'espace du véhicule de la NASA qui doit se poser ce soir sur Mars. Pendant 7 longues minutes, il sera hors de contrôle du centre de commandement. Enfin, nous irons assouvir nos envies d'évasion parmi les baleines. Un apnéiste français est parvenu à s'approcher d'elles et à gagner leur confiance dans les eaux de Polynésie. Avant de développer tous ces titres, un mot d'explication au nom de toute la rédaction de TF1. Malgré nos efforts, nous n'avons pas pu diffuser dans des conditions normales votre journal de 13h présenté par Marie-Sophie Lacaro. Nous avons subi une panne importante qui n'était pas une cyberattaque et qui est à présent réparée. Nous tenions bien sûr à vous présenter nos excuses, à vous qui, tous les soirs, tous les jours, nous témoignez une fidélité sans faille. C'est presque devenu un rituel du jeudi. Le ministre de la Santé a tenu une conférence de presse ce soir. Parmi les annonces à retenir, l'allongement de la durée d'isolement de 7 à 10 jours pour les personnes testées positives. Le gouvernement va-t-il par ailleurs abandonner l'idée même d'un confinement généralisé? C'est ce que préconisent plusieurs membres du Conseil scientifique. Lucas Ajdela, Mathilde Guénégan et Florence Couturon. Pas d'allègement, pas de resserrement. Le gouvernement prolonge le statu quo. Les chiffres des contaminations sont en léger recul, mais l'amélioration reste fragile. L'heure n'est pas encore au relâchement de nos efforts. Nous devons encore tenir ensemble, faire reculer vraiment le virus. Principale inquiétude, la propagation des variants qui se poursuit à grande vitesse. Ils représentent désormais 41% des cas positifs. On fait attention, je ne veux pas l'attraper. J'ai dans ma tête l'idée, je ne veux pas avoir ça. Voilà. Je pense que je ne vais pas relâcher les gestes barrières parce que je m'occupe de ma mère et que je cherche à la protéger par tous les moyens. Concernant les départs en vacances, toujours pas de restriction de déplacement, mais un appel renouvelé à la prudence. Pour tenter de limiter les contaminations, l'exécutif recommande désormais à toutes les personnes testées positives de s'isoler pendant 10 jours. Pour ceux qui se débarrassent vite du virus, ça peut être une mauvaise nouvelle parce que pour retourner à l'activité, ça peut être dérangeant. S'il faut tenir 3 jours de plus pour des bonnes raisons, je tiendrai 3 jours de plus. Des mesures plus restrictives ne sont pas exclues si la situation se dégrade. Mais le reconfinement national n'est plus la piste privilégiée par le Conseil scientifique. Cet après-midi, son président Jean-François Delfraissy et 4 autres membres signent 7 articles dans la revue The Lancet. Les gouvernements doivent prendre des mesures beaucoup plus ciblées envers les différentes générations. Le confinement général ne doit être utilisé qu'en ultime recours. En clair, prendre à l'avenir des mesures plus strictes pour les personnes les plus fragiles uniquement, un scénario écarté ce soir par le ministre de la Santé. Quelles conséquences auront ces annonces sur notre vie quotidienne? Les plus jeunes sont-ils prêts à poursuivre leurs efforts pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois? Les personnes âgées ou fragiles vont-elles suivre les recommandations d'auto-isolement? Victoria David et Julia Gardet sont allés vous poser la question à Saint-Jean-de-Luz. Ils seraient prêts à de nombreux efforts pour retrouver une vie presque normale. Personnellement, c'est ma première année d'études, c'est dur, c'est vraiment dur le confinement, la distance, etc. Mais je pense que oui, si on arrive à vivre avec un masque, du moment qu'on puisse retrouver le présentiel, de revoir les gens, la vie d'avant en fait. C'est précisément ce que recommandent aujourd'hui certains membres du Conseil scientifique. Respecter scrupuleusement les gestes barrières, mais aussi demander aux personnes les plus à risque de faire davantage d'efforts, comme s'auto-isoler. Les premiers concernés estiment en avoir déjà fait beaucoup. Je prends beaucoup de précautions avec mon petit-fils. Généralement, j'ai le masque et je ne l'ai pas embrassé depuis très longtemps, mais je ne suis pas pour qu'on fasse des différences entre les générations. On ne veut pas non plus que vous gâchiez votre jeunesse, mais nous aussi, on a quand même aussi envie un peu de profiter malgré tout. Moi, sortir, non. Nous, il nous faut sortir. Il faut qu'on sorte tous les jours. Alors, si on ne sort pas, on n'est pas bien. Chez les plus jeunes générations, la question divise.
Alors je pense qu'il faut protéger nos aînés, continuer aussi à faire quelques gestes barrières, mais arrêter de vivre, non, et arrêter de voir nos parents, absolument pas. Pourquoi priver tout le monde et mettre en danger toute l'économie alors qu'on pourrait, certes c'est pas très égalitaire, mais isoler les personnes les plus à risque. C'est mieux de demander aux personnes âgées de faire quelques sacrifices. Nous on voit moins nos parents, on voit moins nos grands-parents, pas du tout même. Pour l'instant, cela reste une recommandation, mais le message des scientifiques est clair. Il faut trouver une autre stratégie. Les confinements à répétition ne sont pas une solution durable. Depuis le 31 janvier, tous les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés sont fermés, estimant que la survie de milliers de magasins et de leurs salariés est en jeu. Plusieurs fédérations du commerce ont réclamé au gouvernement de fixer rapidement un calendrier de réouverture. Regardez ce reportage tourné aujourd'hui en région parisienne par Laszlo Gelabert et Christophe Niolac. Depuis 3 semaines, ce centre commercial est complètement désert. Les clients attendent avec impatience sa réouverture. Moi j'aimerais bien que ça réouvre parce que c'est compliqué en ce moment, il n'y a aucun magasin. C'est dommage qu'il n'y ait plus de vie en fait. Là on cherche à prendre un café, on est obligé d'être debout, non c'est déprimant. 75 000 mètres carrés de galeries vides, 110 boutiques fermées. En plus des mesures qui existaient déjà, comme le sens de circulation et le nombre maximum de personnes autorisées. Pour cette responsable, il faut aller encore plus loin. On est prêt à renforcer ces jauges s'il le faut, à renforcer cette mise à disposition de gel hydroalcoolique. On est prêt à échanger avec le gouvernement s'il y a d'autres choses qu'il faut faire. Ce qui est quand même nécessaire de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, aucun centre de shopping n'a été reconnu comme un cluster. Aujourd'hui, tous les directeurs de grands magasins interpellent le gouvernement pour rouvrir de toute urgence. D'autant plus qu'ils ne comprennent pas que des galeries de moins de 20 000 mètres carrés comme celle-ci sont autorisées à recevoir jusqu'à 1000 personnes, même si elles sont toutes plutôt rassurées. Je me suis senti à l'aise quand même, oui, globalement, malgré qu'il y a quand même pas mal de monde. Il y a des personnes qui surveillent si on respecte les mesures et qui viennent nous rappeler les règles sanitaires. Concrètement, je mets masque, gants, la totale. Solidaire, le directeur de cette galerie ouverte l'assure. Accueillir du public est une nécessité. C'est très clairement important pour maintenir un lien social, ça c'est la première des choses. Et aujourd'hui on parle de conserver aussi des emplois. En plus d'une date de réouverture, les fédérations professionnelles demandent des précisions sur les indemnisations promises par le gouvernement. Concernant la vaccination, Olivier Véran s'est engagé à ce que tous les Français âgés de 50 à 64 ans puissent se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca à partir du mois de mars. Cela concerne, d'après nos calculs, potentiellement 12 millions de personnes. À ce jour, 1 million de Français ont reçu les 2 doses de vaccin, mais des millions d'autres tentent encore de trouver un créneau. Les places sont rares. Vous savez qu'il n'y a pas de restrictions géographiques. Vous pouvez prendre rendez-vous partout en France, même très loin de votre domicile. Résultat, dans certaines villes, la majorité des vaccinations ne concernent pas les habitants de la commune. Illustration à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, Sophie Chevalreau et Pascal Marcelin. Ils sont venus en nombre, ils ont surtout fait de la route. Ce centre de vaccination en Seine-Saint-Denis est en fait très parisien. J'habite Paris et je voulais me faire vacciner à Paris. Et quand on a vu qu'il y avait que La Courneuve pour l'instant, j'ai dit La Courneuve, je m'en fiche, j'y vais. Ma mère est parisienne, effectivement. Il n'y avait pas de prise de rendez-vous. Le seul où on a trouvé une prise de rendez-vous, c'est ici. 80% des personnes vaccinées ici à La Courneuve n'y habitent pas. Alors forcément, les habitants de la commune grincent des dents. C'est la première ou deuxième? Oui, première. Il devrait y avoir une priorité pour les gens de La Courneuve quand même. Hein. C'est pas tellement normal. C'est pas normal. Pour le maire, la raison est simple. Ses administrés sont moins à l'aise avec la prise de rendez-vous en ligne. Certains ignorent même l'existence des plateformes. Cela crée donc des places vacantes et les Parisiens sautent dessus. Avec Doctolib, où c'était grosso modo premier arrivé, premier servi, on s'est aperçu que les populations de notre ville passaient fondamentalement à côté. Se faire vacciner en dehors de sa ville ou même de son département, la pratique est tout à fait légale. Alors pour rétablir une égalité d'accès à la vaccination, la mairie a choisi d'aller chercher les Courneviens. On prend contact téléphoniquement avec les personnes et ensuite on a mis en place un système de ramassage pour celles et ceux qui en éprouvaient le besoin, bien évidemment. Sensibiliser, accompagner les plus défavorisés, seule marge de manœuvre pour les collectivités. La loi leur interdit de réserver des doses pour leurs habitants.
Dans quelques semaines, quelques mois, faudra-t-il un passeport vaccinal pour pouvoir entrer dans des lieux qui aujourd'hui sont fermés? Les restaurants, les salles de sport, les cinémas. Une consultation en ligne a été ouverte hier. Plusieurs pays européens ont franchi le pas. Le Danemark, l'Islande et aussi l'Estonie. Ce pays est à l'avant-garde dans ce domaine. Regardez ce reportage tourné aujourd'hui à Tallinn par Joséphine Devambé et Sharif Souari. Notre sésame, pour voyager partout dans le monde, viendra peut-être de Tallinn, en Estonie. Ici, une entreprise a mis au point un prototype de certificat de vaccination. Quand la personne arrivera à la frontière, elle montrera d'abord son passeport, puis ce certificat. Le passeport pour prouver son identité, et après ce certificat pour indiquer si la personne a été vaccinée ou non. Grâce à ce certificat, vous pourriez par exemple être exempté de quarantaine lors de vos voyages. Mais vos données pourraient également être transmises aux autorités pour des statistiques de santé publique, ainsi qu'aux laboratoires producteurs de vaccins. AstraZeneca a d'ores et déjà signé un partenariat avec cette entreprise estonienne, mais les données seront anonymisées, nous assure le directeur médical. On s'assure que seul celui qui fournit le vaccin et le patient ont accès aux données personnelles et que celles-ci sont protégées. Ça n'est pas un hasard si cette technologie est développée ici en Estonie. Nous sommes au pays des startups du cryptage et de la cybersécurité. Ici, les services publics sont 100% numériques. Mais encore faudrait-il que tous les pays du monde coopèrent. Vous qui venez de France, vous savez que la bureaucratie française est la plus lourde du monde. Eh bien, chaque pays a sa propre bureaucratie. Créer des connexions et partager des données entre gouvernements va prendre du temps. Un tel passeport vaccinal existe déjà pour la fièvre jaune. Nous sommes obligés de le présenter pour entrer en Guyane ou dans certains pays d'Afrique. Mais sommes-nous prêts, en France, à l'utiliser quotidiennement pour nos voyages, mais aussi pour aller au bar, au restaurant ou au musée? Cela suscite beaucoup plus de débats en France qu'ici en Estonie. Je suis tombée malade en janvier. Donc, dès que le vaccin sera disponible, je le ferai pour avoir enfin le passeport. Ça montre seulement que je suis vaccinée. Quel mal ça peut faire à mes données personnelles? Je voudrais l'utiliser parce que ça me manque tellement de voyager. Pour tout le reste, pour rentrer dans les restaurants et tout ça, je trouve ça excessif. L'Organisation mondiale de la santé estime néanmoins qu'il est trop tôt pour utiliser ces passeports, alors qu'on ne connaît pas la durée d'efficacité des vaccins, ni leur effet sur la transmission du virus. Cette information importante est peut-être un signe d'espoir pour les professionnels du spectacle et tous les amateurs de musique. Les festivals de l'été prochain pourront se tenir avec une limite stricte, une jauge de 5000 spectateurs, tous assis. L'annonce a été faite cet après-midi par Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi ce règlement de compte. Hier soir, à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, un commando d'une dizaine d'hommes armés a fait irruption dans une cité. 3 personnes ont été blessées. La semaine dernière, la police avait interpellé dans le même quartier plusieurs responsables présumés de trafic de drogue. Baptiste Guénet et Philippe Fontalba se sont rendus sur place. Un premier coup de feu, puis un second. Hier soir, à la tombée de la nuit, une dizaine d'individus cagoulés et armés mènent une opération commando dans ce quartier d'Aubagne. Depuis leurs fenêtres, certains habitants filment la scène. J'habite au 6e étage, moi. Et j'ai vu, il y en a 2 qui avaient un fusil à pompe. Il est armé. Pas des détonations, mais vraiment plus puissante. C'est pas des petits pétards. On a eu peur. À la maison, on tous regardait, on avait peur de se cacher par la fenêtre. Avant de repartir, le commando va passer un homme à tabac. 2 autres personnes seront blessées par des éclats de chevrotine. Beaucoup nous racontent que ce n'est pas la première fois qu'ils assistent à ce genre de scène. C'est devenu banal. C'est tous les 15 jours maintenant. Tous les 15 jours, on a le feu d'artifice. Tu rentres du travail, tu peux te prendre une balle perdue. Le Charel, 900 logements, un quartier populaire d'Aubagne. En apparence, rien à voir avec les cités de Marseille. Mais le trafic de stupéfiants y est bien présent. Pour les policiers, l'opération d'hier soir serait une tentative d'intimidation par une bande rivale. On impressionne tout le monde, on est cagoulé, on est vêtu de noir. On arrive avec des armes longues et on crée la terreur. Et cela, quelques semaines après l'interpellation par la police judiciaire d'un homme soupçonné d'être à la tête du réseau de la cité.
À Marseille, c'est particulièrement cadenassé et la guerre est particulièrement intense. Donc ils n'hésitent pas à récupérer des réseaux en dehors de Marseille, sur des communes comme Aubagne, où on pourrait le voir sur La Ciotat, etc. Et ils sont prêts à tout pour récupérer une part du marché. De sources policières, le trafic au Charel rapporterait près de 10 000 € par jour. Loin du chiffre d'affaires de certaines cités marseillaises, mais suffisamment pour susciter les convoitises. Quelques mots de l'actualité judiciaire. L'ancien secrétaire d'État Georges Tron a été condamné hier soir en appel à 3 ans de prison ferme pour viol et agression sexuelle. Il était poursuivi par 2 anciennes employées municipales de la mairie de Draveil, dont il était le maire. La cour d'assises de Paris l'a reconnu coupable de ces faits sur l'une des 2 plaignantes. Les avocats de Georges Tron annoncent ce soir qu'il va se pourvoir en cassation. On a appris par ailleurs ce soir qu'une enquête préliminaire pour viol a été ouverte par le parquet de Nanterre à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor suite à une plainte déposée par une femme pour des faits qui remonteraient à 2004 et 2009. Sollicité par le Parisien, Patrick Poivre d'Arvor évoque des accusations qui ne peuvent être que fantaisistes. Ce sont 3 lettres que vous avez peut-être aperçues dans les rues commerçantes de votre commune, des devantures sur lesquelles on peut lire CBD. Cet acronyme désigne une molécule extraite du chanvre, une plante dont on extrait aussi le cannabis, dont la vente est interdite. Mais le CBD, lui, est parfaitement légal. Il aurait, selon certains, des vertus thérapeutiques. Dans quelles conditions peut-on l'utiliser? Y a-t-il un risque pour la santé? Regardez cette enquête signée Georges Brenier, Thierry Valta et Thierry Gippet. Ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas dans un laboratoire clandestin. Et cet homme n'est pas un dangereux trafiquant de cannabis. Non, Anthony Courteil est un boulanger d'un genre plutôt inventif. Alors là, on va faire une chantilly au CBD, donc c'est un mélange de crème avec un tout petit peu de sucre à l'intérieur. La recette ne figure dans aucun manuel de pâtisserie. Du sucre donc, du confit de clémentine et dans la chantilly, 5 grammes de CBD, un cannabinoïde que l'on trouve dans les feuilles de chanvre. C'est un peu comme si on découvrait un nouvel épice en fait, et ça c'est vraiment quelque chose. En tant que pâtissier, boulanger, un peu cuisinier, on est toujours un peu à la recherche de nouvelles saveurs. Prix du Cool Chou, c'est son nom, 6,50 € pièce, et les clients en raffolent. Dès qu'on les a en vitrine, vraiment ça part comme des petits pains si j'ai envie de dire. On reçoit des mails ou des gens, est-ce que vous l'avez aujourd'hui? Est-ce que je peux l'avoir? Est-ce que je peux réserver? Donc il y a réellement une demande. Depuis quelques semaines, un peu partout en France, les boutiques de CBD poussent à un rythme effréné, avec des clients toujours plus nombreux. Du miel, des pâtes, de l'huile d'olive, du thé et même des compléments alimentaires pour chiens et chats. Le CBD se conjugue à toutes les sauces. CBD, 3 lettres pour désigner une molécule extraite du chanvre, la fleur à l'origine du cannabis, mais elle contient moins de 0,2% de THC, le stupéfiant prisé des fumeurs d'herbe. Résultat, le CBD n'est pas une drogue. Dans l'Hexagone, pas de confusion possible, les boutiques ne sont pas des coffee shops comme on en voit aux Pays-Bas. La vente de cannabis reste strictement interdite. On vend vraiment des produits naturels, mais on ne va jamais vendre des choses qui ont pour but d'être fumées ou ce genre de produits. On n'a pas le côté euphorisant, on n'a pas le côté défonce, et d'ailleurs, ce n'est pas ce que cherchent nos clients. Vendre du CBD est légal en France depuis seulement novembre dernier, suite à une décision de justice européenne. La molécule aurait de nombreux bienfaits sur la santé. Elle est notamment censée apaiser l'insomnie, les douleurs musculaires, l'anxiété ou encore des troubles dermatologiques. Nous, on n'est pas habilité à donner des conseils médicaux, mais voilà, il y a un côté relaxant, et on a pas mal de clients qui l'utilisent comme ça. Les entrepreneurs français, eux, ont flairé la bonne affaire, comme Antoine Alibert. À 26 ans seulement, il vient de lancer sa propre marque d'huile naturelle à base de CBD. Je le garde quelques instants justement sous la langue, j'avale. Et au bout de 20 minutes, ça va faire effet. Ça, c'est vraiment une formule pour lâcher prise le soir, pour sentir moins anxieux. Là, on est vraiment sur un pur produit de bien-être. Étonnamment, la loi interdit pour l'heure de produire du CBD en France. Alors c'est en Suisse que le jeune chef d'entreprise découvre ses secrets de fabrication. Paul et Guido, 2 chimistes experts en la matière, nous ont exceptionnellement ouvert leurs portes. L'adresse de leur laboratoire est un secret bien gardé, car le CBD coûte jusqu'à 5 000 € le kilo. Un or vert qui peut susciter des convoitises. La matière, elle est vraiment comme du caramel. On est vraiment en présence de quelque chose qui est un peu comme du sucre fondu. Et je pense qu'on est qu'au balbutiement des
des prouesses médicales et techniques qu'on va pouvoir réaliser avec cette plante. Elle a des capacités infinies. Partout dans le monde, les ventes de CBD explosent. Le jeune patron en est convaincu, la molécule a un futur radieux. En 2021, tout le monde est à la recherche de solutions pour se sentir mieux. On constate qu'aux États-Unis, le marché est très gros pour ce qui est du CBD. C'est un marché qui pèsera 20 milliards d'euros dans 5 ans juste aux États-Unis. Toute cette vague qui arrive, elle arrive avec le CBD aussi en France. Mais les boutiques qui vendent du CBD ne sont pas des pharmacies. Et leurs employés ne sont pas non plus des médecins. Pour ce professeur en addictologie, la molécule a des vertus prometteuses et ne crée pas de dépendance, certes, mais elle doit désormais faire l'objet d'études médicales approfondies. Oui, le CBD a des vertus thérapeutiques qui ont été éprouvées. Évidemment, j'ai des patients qui viennent et qui me disent « oui, ça me fait du bien ». Mais il n'aura d'avenir que si on prend la peine de faire des essais, une évaluation réelle pour pouvoir connaître ses effets et connaître les effets indésirables. On est dans un no man's land en France, on est dans un entre-deux et je ne veux pas pousser mes patients dans cet entre-deux. Encore souvent confondu à tort avec de la drogue, le CBD est devenu en France une quasi-affaire d'État. La preuve, des députés préparent en ce moment même un rapport parlementaire sur le sujet. Dans l'actualité économique, ce chiffre vertigineux, le groupe Air France KLM a perdu l'an dernier 7 milliards d'euros. Un choc sans précédent depuis la création d'Air France. C'était dans les années 30, provoqué bien sûr par la crise sanitaire et la suppression de dizaines de milliers de vols. C'est dans ce contexte de pandémie qu'il y a quelques jours, le gouvernement a une nouvelle fois donné consigne à toutes les entreprises et à toutes les administrations d'imposer le télétravail à 100%. L'État et les collectivités territoriales qui emploient plus de 5 millions de personnes appliquent-ils cette recommandation? C'est ce qu'ont voulu savoir Fabien Chadeau, Tiffaine Leproux et Julien Clouzot en Eure-et-Loire. C'est beau? Vas-y. Il me l'a remis au pied, je vais la remonter avec la corde. Ouais. Julien Alaillot et son équipe inspectent les égouts de la commune du Perreux, en région parisienne. Ces agents territoriaux passent 100% de leur temps sur le terrain. Pour eux, le télétravail est impossible. Les canalisations, on ne peut pas les emmener à la maison. On ne pourrait pas envoyer le robot dans la canalisation. Il faut qu'on puisse ouvrir, il faut qu'on puisse descendre dans les égouts pour pouvoir placer. Comme eux, dans le département du Val-de-Marne, les 2/3 des salariés sont toujours en présentiel, très loin de l'objectif d'un fonctionnaire sur 2 en télétravail fixé par le gouvernement. Nous, on ne pourra pas atteindre ces objectifs parce qu'on a des services de proximité. Ils ne peuvent pas changer les couches en télétravail, donner la nourriture aux enfants en télétravail, faire des activités avec les enfants en télétravail, donc à distance. Et du côté des services de l'État, où en est-on ? Nous sommes allés poser la question à la préfecture d'Eure-et-Loire, à Chartres. Là aussi, l'objectif n'est pas atteint. 38% de fonctionnaires seulement en télétravail. En cause, les contraintes de sécurité informatique. Nous ne voulons pas faire du télétravail qui pourrait nuire au système de sécurité du ministère de l'Intérieur et qui divulguerait des données personnelles de nos usagers. Donc, effectivement, ça va probablement moins vite que dans d'autres collectivités. Mais il y a aussi des bons élèves dans la fonction publique. Dans ce bâtiment du conseil départemental d'Eure-et-Loire, 250 personnes travaillent en temps normal. Aujourd'hui, à peine 30. Habituellement, ça grouille d'activité. Donc, vous le voyez, on a mis la majeure partie des collaborateurs en télétravail, dans la mesure où ils peuvent effectuer ces tâches également à distance. Le département parvient à tenir l'objectif du gouvernement car le télétravail était déjà une habitude avant l'épidémie et surtout, il a mis les moyens. Bien sûr, ça a un coût. On a dû équiper l'ensemble de nos collaborateurs de PC portables, de téléphones portables également. On a mis un investissement de l'ordre d'à peu près 500 000 €. Dans les administrations de l'État, un fonctionnaire sur 2 a télétravaillé la semaine dernière, selon le gouvernement. C'était il y a 4 ans. Des investisseurs chinois enthousiastes, fraîchement débarqués en Bretagne et en Normandie, s'étaient engagés à investir des dizaines de millions d'euros pour construire des laiteries dont ils comptaient exporter la production en Chine. Aujourd'hui, les usines sont quasiment à l'arrêt. Que s'est-il passé? Regardez cette passionnante enquête signée Mathieu Poissonnet et Alexandre Gaudin. L'usine normande, qui jadis exportait tout son lait vers la Chine, est depuis 1 an et demi presque abandonné. On a produit jusqu'à 100 conteneurs de briquettes de 20 centilitres par semaine. Et du jour au lendemain, l'activité s'est arrêtée. Bien sûr que ça fait mal au cœur.
C'est l'histoire d'une romance qui n'aura pas fonctionné. La rencontre entre des producteurs de lait français et le gigantesque marché chinois. Une aubaine devenue catastrophe économique. Que s'est-il passé? En 2016, Sinutra, un distributeur chinois, s'engage à acheter 690 millions de briquettes de lait par an au maître laitier du Cotentin. Et ce, pour les 10 prochaines années. Pour répondre à la commande, les Normands créent cette usine. Coût des travaux, 120 millions d'euros. Tout cet atelier a été conçu pour répondre à cette demande en Chine. Et c'est vraiment pour un territoire grand comme la Chine, parce que pour écouler 690 millions de briquettes dans une année, il faut un gros territoire de commercialisation. Mais au bout d'un an, les Chinois ne paient plus leurs fournisseurs, le contrat est rompu et les Normands se retrouvent seuls avec leur belle usine sur les bras. On nous dit c'est impropre à la consommation en Chine parce qu'il y a des dépôts qui se situent au fond des briquettes. Voilà, c'est ça le prétexte pour ne pas nous payer. Ces briquettes ont été vendues sur le marché chinois. Donc elles sont impropres, mais en même temps elles sont vendues. Sinutra est-il tout simplement un mauvais payeur? Nous avons essayé de poser la question à son représentant français. On prépare actuellement un petit reportage sur Sinutra et je voulais en discuter avec vous. Oui, je vois pas. Enfin, Sinutra n'a aucun intérêt à faire de reportage particulièrement. Le reste, ça concerne que la société. Voilà, merci. Vous voulez pas nous parler? Ce responsable, peu bavard, dirige l'usine de Carhaix, la seule usine française qui appartient au chinois Sinutra. Elle est spécialisée dans le lait en poudre. C'est un patron chinois qu'on ne voit jamais, il commande à distance. Donc, Selon cet employé de l'usine, je pense que c'est compliqué, quoi. Actuellement, il n'y a plus de poudre de lait à mettre en boîte. Les producteurs bretons ne livrent plus. Pourquoi? Car là encore, ils ne sont pas payés. Sinutra leur doit 13 millions d'euros. En ce moment, ça tourne au ralenti. On est en arrêt assez souvent à cause de ça, à cause de la poudre, à cause des impayés. C'est là on a dû travailler peut-être 6 mois dans l'année. Rien de surprenant pour Véronique Lefloc, agricultrice. C'est colossal comme bâtiment. C'est colossal. Elle se bat depuis des années contre ce géant chinois qui promettait monts et merveilles. Je vais voir s'il y a moyen d'arriver derrière. Mais qui finalement tourne au ralenti. Je pense que ça a été révélateur, les feux d'artifice, l'inauguration, était un signe avant-coureur comme quoi tout le monde était content et tout le monde y croyait, et si bien qu'on oubliait l'essentiel, c'est-à-dire le côté rentable, le côté économique. C'est vrai qu'en 2016, quand les investisseurs asiatiques dansaient au son du biniou, que la région subventionnait l'installation et que la mairie offrait les terrains constructibles, à ce moment-là, les Chinois sont vus comme les sauveurs de l'agriculture bretonne. Ça a fait couler beaucoup d'encre, l'arrivée des Chinois, carrément. Depuis, c'est un peu la désillusion. Mais le maire reste satisfait de son opération. En réalité, aujourd'hui, il y a quand même 400 salariés sur le site. D'un champ où il n'y avait strictement personne il y a encore quelques années. Donc évidemment, pour le maire d'une commune qui essaie de dynamiser son territoire et faire en sorte qu'il y ait de l'emploi et la création de richesses sur Carhaix, pour nous, c'est important d'avoir cette usine. Et demain, impossible de dire si Sinutra tiendra un jour toutes ses promesses. Ses comptes sont opaques. Actuellement, on ne sait même pas qui dirige cette entreprise bien lointaine. Suite au prochain épisode, l'actualité à l'étranger, c'est toujours cette vague de froid arctique qui paralyse une partie des États-Unis. 73% du pays est sous la neige. C'est sans précédent depuis la fin des années 40. Et selon les services météorologiques américains, l'épisode est très loin d'être terminé. Reportage au Texas de nos envoyés spéciaux Jérôme Garraud et Adrien Ponsard. Sur les autoroutes de Dallas, ils sont quelques intrépides à tenter le trajet sur le verglas et la neige. Sur notre route, plusieurs voitures sont accidentées. Mais pour beaucoup de Texans, plus le choix. Il faut se ravitailler. Une nouvelle tempête de neige est annoncée aux États-Unis, alors tout le monde suit ça avec un petit peu d'angoisse. Et ici, au Texas, les gens commencent à manquer de provisions. On n'a plus d'eau. Les tuyaux ont gelé chez nous. On a besoin d'eau. Devant ce centre commercial de la ville, beaucoup patientent dans leur voiture en attendant une hypothétique ouverture du magasin. Ils ouvrent à 9h, je crois. C'est ce qu'ils ont dit.
Alex a déjà tenté sa chance hier. On dirait une zone de guerre. Je suis venu hier pour acheter du pain, du lait et des œufs. Ils n'avaient même pas ça. Pas de pain, pas d'œufs, rien. J'ai 5 enfants, donc la nourriture part très vite. À travers le Texas, les magasins sont vidés. Ici, par exemple, à Houston, impossible d'avoir un approvisionnement normal avec les routes impraticables. Plus de nourriture, plus d'eau courante et l'électricité qui ne revient pas. À Houston, toujours, la population tente de se réchauffer par tous les moyens. La meilleure manière de se réchauffer maintenant, c'est d'acheter du propane. On n'a pas beaucoup de bois ici, les gens n'ont même pas de bûches à brûler. Dallas et toute sa région cruellement désarmés face à cette tempête. Ces images sont tournées dans une ville à la frontière d'un autre État, l'Arkansas. La route reste enneigée du côté du Texas. Aucun chasse-neige disponible pour la déblayer. Retour en France. Pour certains, c'est un sport. Pour beaucoup d'autres, un loisir ou un moyen de déplacement. Vous êtes plus de 17 millions à pratiquer le skateboard, la trottinette ou le roller. Comme les lecteurs de Tintin, les pratiquants ont entre 7 et 77 ans. Charlotte Casanova et Clément Biet ont mis leur casque et leur genouillère. C'est le grand format de ce 20h. Ce n'est a priori pas là qu'on l'attendrait. Et pourtant, à quelques dizaines de mètres du clocher, la fierté de ce village des Bouches-du-Rhône, ce skatepark. Aucun des 6000 habitants de la Bouilladis n'aurait osé espérer un tel équipement sportif. Tu t'attendais à ce que vous en fassiez un dans ce village-là? Non, pas du tout. À l'origine de ce projet, le maire. Il n'a pas hésité à faire exploser le budget de la municipalité pour réaliser sa promesse de campagne. Ce skatepark a coûté 250 000 € à la commune. On est content d'avoir fait cet investissement. On ne le regrette pas. C'est devenu un spot dans le village, essentiellement avec des gamins. Et ce village n'est pas une exception. Aujourd'hui en France, on compte plus d'1 millier de skateparks et 17 millions de pratiquants de roller, skate ou trottinette. Des professionnels comme sur ces vidéos et surtout des amateurs. Pourquoi un tel succès? On fait des figures. Il y a des gens qui nous donnent envie d'en faire, par exemple sur YouTube, sur les réseaux. C'est grâce à ça que je me suis mis à en faire justement. Concepteurs, fabricants, magasins, tous voient leur chiffre d'affaires bondir. Ça a créé avec les années une petite économie qui est grandissante aujourd'hui. Cette économie, cet architecte passionné de planches à roulettes la connaît bien. L'agence pour laquelle il travaille construit une quinzaine de skateparks par an dans le monde entier. Tarif moyen, 250 à 350 € le mètre carré. Ça doit s'intégrer avec ce qu'il y a autour. On n'est pas là juste pour faire une pièce de béton, toute grise. La preuve avec la ville de Marseille. Elle compte une dizaine de skateparks, dont celui-ci, appelé Ball, en référence à son design incurvé, tellement célèbre qu'il a été copié à Los Angeles. Et tenez-vous bien, c'est là que 300 jours par an, sous le regard de son père et de sa sœur, Anaé, 7 ans seulement, se dépasse. Quand j'étais petite, j'avais vu beaucoup de skates et je voulais en faire. Pour faire des figures, souvent j'ai peur. Je me dis j'y vais, je réfléchis pas et voilà. Une passion qui a un coût. Les skates, c'est une centaine d'euros, un casque, c'est 30 €. Voilà, c'est vite des budgets de 250 € pour la pratique du skate, en toute sécurité. Sur ce marché monopolisé par des créateurs américains, quelques petits poussés français conscients du potentiel surgissent et arrivent même à tirer leur épingle du jeu. Nous nous sommes rendus chez ce fabricant lyonnais. Prix de la planche ici, 65 € en moyenne. Sur les 2 dernières années, on a plus que doublé les ventes. C'est un business, on fait vivre des gens. C'est une entreprise, on fait de la pièce unique et de la petite série, numérotée, datée. On a toutes ces possibilités qui ne sont pas possibles dans un milieu industriel. Un business également. Cette trottinette freestyle, entendez par là qu'elle vous permettra de réaliser les figures les plus folles. Comptez pas moins de 149 € et cela peut grimper bien plus haut. L'avantage des trottinettes freestyle que vous avez ici, c'est que c'est des produits qui sont totalement évolutifs. Vous avez la possibilité de changer quasiment tous les éléments de la trottinette. Saul en sait quelque chose. Il a tellement tout transformé sur sa trottinette qu'elle coûte désormais
500 €. Et voilà pour toi, mon gars. Tu nous racontes qu'est-ce que tu as changé du coup? Ma fourche et mon jeu de direction. Parce que mon jeu de direction, il tournait pas bien et ma fourche, elle était cassée. Nous, on ne se vivait pas financièrement, donc du coup, je dis, écoute, si tu veux encore acheter du matériel, il faut que tu vendes quelque chose. Et il a décidé de vendre sa PS4. Céder sa console, sacrifice ultime de tout jeune de son âge. Le marché des sports à roulettes est en pleine expansion. Il représente déjà près de 400 millions d'euros. J'ai vu l'engouement vraiment extraordinaire des gens pour ces produits. On fait une année avec une évolution de 30% du chiffre d'affaires. Un phénomène qui a toutes les chances de grandir encore. Le skateboard s'apprête à faire son entrée aux Jeux Olympiques 2024. Et ce sera à Paris. Comme chaque soir, je vous propose d'assouvir votre soif d'évasion. Qui n'a jamais rêvé de nager aux côtés des baleines dans les eaux cristallines du Pacifique? Eh bien, c'est ce que fait régulièrement un apnéiste français en Polynésie. Une expérience et des images extraordinaires que nous font partager Nathalie Pellerin et Xavier Boucher. Au large de la Polynésie, juste sous la surface de l'eau, l'apnéiste Pierre Frolat attend de longues minutes. Ce qu'il va vivre est à peine croyable. On est débordé par les émotions, on est débordé par la beauté que ça représente. Juste au-dessous, immobile, une baleine de plus de 20 tonnes et son petit l'observe, jusqu'au moment très rare où elle les laisse se rencontrer. Elle va nous envoyer son baleineau. Il vient à mon contact, il vient vraiment tout proche, tout proche, tout proche, tout proche. Il vient jouer. Et ce qui est magique, c'est que la mère baleineau, elle, reste en bas. C'est tellement magique. Et je pense que l'un comme l'autre, on est ébahis. Aussi bien le baleineau, la baleine que le plongeur. 1 heure de jeu, d'observation mutuelle, de complicité, des instants surprenants saisis par le photographe qui fait partie de l'aventure. Avec un objectif, marquer les esprits et sensibiliser ceux qui regardent ces images à la fragilité de ces espèces. Quand tu es touché par la beauté de ces moments, quand tu es touché par la grâce, de toi-même, tu protégeras ces animaux. On ne protège que ce que l'on connaît, que ce que l'on ressent comme fragile et que ce que l'on aime. Donc ma mission, depuis toujours, c'est de prendre les gens pour qu'ils voient ces choses-là. Sa passion pour la mer, Pierre Frolat l'a découverte enfant, ici, près de Monaco. Il y avait pour moi un trésor à découvrir au fond de la mer. Je ne savais pas encore lequel. Il a d'abord battu le record du monde en atteignant 123 mètres de profondeur en apnée. Mais l'un de ses tympans est perforé pendant la compétition. Alors aujourd'hui, il met ses compétences d'apnéiste au service d'une autre cause. Les baleines, longtemps chassées. Elles sont fascinantes pour lui, parce qu'apparues sur Terre bien avant l'homme. On se veut grand, on se veut les maîtres du monde, et en réalité, on est tout petit. Pour illustrer cette différence d'échelle, chaque cliché se prépare d'abord sur la terre ferme. D'un côté, l'apnéiste maquette à la main, et de l'autre, Greg Lecoeur, son photographe, qui définit les meilleurs angles de prise de vue. Donc je suis entre toi et la baleine quand même. Oui, c'est ça. Un défi de taille pour le photographe qui doit lui aussi tenir en apnée. Il faut essayer d'être le moins intrusif possible avec ces animaux qui sont très très sensibles, qui ont une grande sensibilité. Essayer de détecter un petit peu leur langage corporel. Un langage parfois sonore, comme ce jour-là, quand le duo est accepté par un mâle chanteur. Le chant d'une baleine, il rentre à l'intérieur de nous. On sent ce son rauque, cette vibration qui va pénétrer notre chair, qui va faire vibrer nos os. Tu as une émotion qui est tellement forte, c'est comme un sanglot qui te déborde. À 600 km de Tahiti, au large de la petite île de Tubuai, certaines baleines ont même cherché à les retenir un peu plus longtemps. Elles revenaient nous chercher. C'était elles qui venaient. Alors on dit faire l'espion, c'est-à-dire qu'elles sortaient la tête de l'eau pour voir où est-ce qu'on était. Elles comprenaient qu'on remontait dans le bateau et elles revenaient contre le bateau en nous invitant à revenir dans l'eau avec elles. Ces photos seront rassemblées dans un livre, mais aussi étudiées par des scientifiques pour mieux comprendre ces animaux.
L'expédition, baptisée Cœur de l'océan, se poursuit vers d'autres destinations, de l'océan Indien aux Caraïbes, à la rencontre d'autres géants fragiles ou de plus petits spécimens, comme ces otaries du Mexique, particulièrement joueuses, même à l'état sauvage. Elles semblent elles aussi avoir bien compris comment retenir sous l'eau leurs nouveaux compagnons de jeu. Extraordinaires images et magnifiques aventures. Comme tous les soirs, c'est l'heure de répondre aux nombreuses questions que vous nous posez. Ce soir, elles concernent, ce n'est pas étonnant, les déplacements. Bonsoir ma chère Alexia Maillère. Bonsoir. Cette question tout d'abord. J'ai 10 heures de route pour rejoindre ma destination de vacances. J'aimerais partir avant 6 heures du matin pour éviter les embouteillages. Si je me fais arrêter sur la route pendant le couvre-feu, je vais bien sûr payer une amende. Mais est-ce que je vais aussi devoir faire demi-tour ? Alors non, vous n'aurez pas à faire demi-tour si vous vous faites arrêter sur la route pendant le couvre-feu sans motif valable. Mais vous allez devoir payer l'amende de 135 €. Et si vous vous faites arrêter à nouveau, eh bien vous serez verbalisé à nouveau. À propos de ces 135 €, c'est pour la voiture ou pour chacun des passagers? Si on est 5, c'est 5 fois 135 €? C'est ça. En fait, tous les passagers de la voiture devront s'acquitter de l'amende de 135 €. Et donc, si vous vous faites arrêter plusieurs fois parce que vous bravez l'interdit, eh bien, cela va vous coûter très, très cher. Oui, c'est le casino, à l'envers. Autre question, elle nous est posée par un très jeune téléspectateur. Il s'appelle Raphaël, il a 8 ans, peut-être aidé par ses parents. Il a eu le Covid il y a un mois et il nous demande s'il peut embrasser son grand-père et sa grand-mère. Oui, Gilles, Raphaël et ses grands-parents peuvent être rassurés. Vous voyez, les enfants, vous l'avez dit, nous posent aussi des questions. Le syndicat national des pédiatres français nous l'assure. Ils pourront s'embrasser. Les malades ne sont plus contagieux au bout de 8 à 10 jours. Merci beaucoup, Alexia. 7 mois de voyage spatial, des décennies de travail, des milliards de dollars pour répondre à une seule question, mais elle est obsédante. La vie a-t-elle existé ailleurs que sur Terre ? Ce soir, vers 21h30, un véhicule spatial de la NASA va entrer dans l'atmosphère martienne, suivi d'un atterrissage très risqué à plus de 200 millions de kilomètres de la Terre, pratiquement à l'aveugle. Christine Chapelle et Pascal Michel. À l'instant même où nous parlons, la sonde arrive à proximité de la planète Mars. Elle fonce alors à 21 000 km/h. Il lui faudra 7 minutes pour se poser sur le sol martien. 7 minutes où tout peut arriver. Avant Persévérance, beaucoup d'engins se sont écrasés. Il y a eu 50 sondes à destination de Mars et les Russes ont toujours échoué. L'Europe ne sait pas faire ça encore. Il n'y a que les Américains qui savent faire ça. D'abord, l'engin rentre dans l'atmosphère martienne. Le bouclier thermique est chauffé à blanc. Le frottement va faire descendre sa vitesse de 21 000 à 420 km/h. La même technologie que pour son prédécesseur Curiosity. L'équipe française qui a conçu la tête du robot a déjà vécu ce moment et a ce soir les nerfs à vif. Je sais à quoi m'attendre. 7 minutes pour passer de 21 000 km/h à quasi zéro, enfin à 3, on se pose voilà, tout doucement. Ça fait peur parce qu'on n'est plus aux commandes, on n'aime pas les choses qui ne dépendent pas de nous. Une fois cette traversée faite, on va ouvrir les parachutes qui vont encore ralentir la sonde jusqu'à 70 km/h. Elle va alors s'ouvrir et la plateforme qui soutient Persévérance va en sortir et actionner ses rétrofusées jusqu'au point d'atterrissage. La plateforme déposera ensuite délicatement le robot et ira s'écraser plus loin pour ne pas l'endommager. À chaque étape, Persévérance enverra un message, mais entre la Terre et Mars, les communications ne sont pas instantanées. Le signal met 11 minutes à arriver. Ça veut dire que lorsqu'on recevra le tout premier signal qui nous dira « ça y est, je rentre dans l'atmosphère, mon bouclier thermique vient de se détacher, le parachute s'est ouvert, etc. » En fait, en réalité, Persévérance sera déjà posée depuis quelques minutes. Une fois sur Mars, le robot déploiera ses appareils et commencera à travailler. Sa mission, chercher la vie, celle qui a peut-être existé sur Mars il y a près de 3 milliards d'années. Et l'aventure continue juste après ce journal en direct sur LCI. Vous pourrez suivre cet atterrissage du véhicule Persévérance sur la planète Mars. Émission spéciale passionnante à suivre sur le canal 26. Sur TF1, dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, puis votre série Section de recherche. Demain, à 13h, Marie-Sophie Lacaro qui sera ravie de vous retrouver. Rendez-vous ensuite avec Anne-Claire Coudray à 19h45 pour l'édition spéciale et à 20h pour le journal. Lundi, ici même à 20h, Julien Arnaud. Prenez soin de vous. Merci infiniment de votre fidélité. À très bientôt.